Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Nantes Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler immeubles de hauteur en bois et on va s'intéresser à l'équilibre technico-économique. Pour en parler avec moi, Julien Brisbourg, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes le référent construction bas carbone de Bouygues Immobilier. Présentez-moi Bouygues Immobilier. Alors Bouygues Immobilier, c'est un promoteur immobilier, principalement français, dans à peu près une trentaine d'agences en France. Et donc on construit des bâtiments principalement de logements pour pouvoir après les revendre à des futurs acquéreurs. Beaucoup de logements en bois? Un peu de logements en bois. Pour ne pas se cacher, on est principalement en structure en béton ou briques ou autres matériaux, mais on a une croissance sur la construction bois. À côté de vous, Bastien Bouteloup. Bastien, bonjour. Bonjour. Bastien, vous êtes directeur R&D chez Woodeum Pitchimo. Woodeum Pitchimo, une petite présentation. Woodeum Pitchimo, c'est une nouvelle marque créée depuis un petit peu moins d'un an maintenant, née de la fusion de deux marques du groupe Altarea, que sont Woodeum, expert de la construction bas carbone bois depuis une dizaine d'années maintenant, qu'on est venu plugger sur la marque Pitchimo, qui est un promoteur immobilier très ancré dans les territoires depuis une trentaine d'années. Woodeum, c'est 100% bois. Woodeum, c'est historiquement 100% bois, et avec le mariage Pitchimo, c'est des nouveaux systèmes constructifs bas carbone, exclusivement au minimum RE28, qui viendront s'adapter à tous les territoires de France dans lesquels Woodeum Pitchimo est ancré maintenant. Alors je vais vous poser la même question à tous les deux. Vous avez l'habitude, vous construisez des immeubles de hauteur en bois. Est-ce qu'on atteint aujourd'hui un bon équilibre technico-économique lorsque l'on construit un bâtiment de 4, 5, 6 étages en bois? Alors, on n'atteint pas toujours l'équilibre économique. On l'atteint plus facilement sur des bâtiments... Un peu plus fort le micro. On l'atteint plus facilement sur des bâtiments qui vont être en deuxième famille, donc jusqu'à R+3. Un peu plus compliqué sur les bâtiments au-dessus, qui sont eux en troisième famille. Mais on y travaille et il va falloir que la filière aussi y travaille fortement. Oui. Je pense que l'équilibre technico-économique, il n'est pas toujours simple à atteindre, mais on y arrive quand même. La preuve en est, nos sociétés existent et arrivent à construire en bois. La vraie question qui se pose, c'est il peut y avoir un surcoût, mais il faut toujours le mettre en face d'une surperformance environnementale de décarbonation et de stockage carbone dans les bâtiments qu'on a encore du mal à valoriser, elle. Voilà, et ça, c'est sur quoi vous travaillez, on va le voir après. Il y a peut-être la bonne question que j'aurais dû vous poser avant, c'est qu'est-ce que c'est que le bon équilibre technico-économique d'une construction et qui plus est en bois? Vous avez 3 heures. Non, mais il y a déjà le sujet de comparaison. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être même intituler, et il faut qu'on travaille sur des comparaisons entre technique, économique et puis après carbone. C'est-à-dire qu'il faut comparer l'ensemble de ces trois critères-là entre deux bâtiments. Souvent, on a tendance à comparer un bâtiment technico-économique sans le derrière. Et donc, on va comparer un bâtiment en bois qui va être surperformant, même des fois de surqualité architecturale, avec un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Donc, faut comparer, faut comparer ce qui est des choux avec comparable. des choux, quoi. À l'inverse, on pourrait en fait, au lieu de parler du surcoût économique des bâtiments en bois, on pourrait parler du surcoût environnemental des bâtiments en construction traditionnelle, dont lui, on parle peu, mais qui devrait faire partie de l'équation. Alors, on voit, hein, c'est pas toujours simple, notamment ce que vous disiez, c'est-à-dire que on a cet aspect carbone, mais on a aussi un aspect où on demande à chaque fois plus de labels à un immeuble en bois qu'à d'autres. Enfin, on veut, le maître d'ouvrage veut davantage montrer qu'il est vertueux. Et donc, ça implique des surcoûts. On en revient aussi à la surperformance qu'expliquait Bastien. C'est-à-dire qu'on va avoir un bâtiment en bois, donc on va vouloir qu'il soit bâtiment bas carbone, BBCA, on va vouloir qu'il soit bâtiment durable localement, on va vouloir qu'il soit aussi biodiversité, HQE. On va avoir une multitude de labels en plus d'être construit en bois. Alors que sur d'autres bâtiments, eh ben déjà le bâtiment, le fait qu'il soit construit classiquement, ça va suffire. Donc cette performance, hein, ce besoin de performance et de montrer ce qu'on fait induit des surcoûts. Oui, sans forcément
induire des survalorisations du bâtiment in fine, puisque le marché reste le marché. On le voit aujourd'hui avec le prix des logements qui a dévissé depuis quelques mois. Le marché est en train de se recadrer. On ne peut pas vendre forcément plus cher un bâtiment qui est surperformant environnementalement parlant. Et donc il faut qu'il y ait des encouragements à construire décarboné et en stockant du carbone. Ces encouragements, qu'est-ce que ça pourrait être? Ou qu'est-ce que c'est? Je pense que dernièrement, on a fait un pas avec un premier encouragement significatif. C'est l'approbation par l'État du label bas carbone de la méthode BBCA qui permet de faire financer du stockage carbone dans les bâtiments bois. BBCA, rappelez-moi. Association pour le bâtiment bas carbone. Et donc, c'est une méthode qui permet, lorsqu'on stocke du carbone dans les bâtiments biosourcés, de faire financer ce stockage de carbone longue durée dans le bâtiment par un tiers qui voudrait contribuer à la neutralité carbone. Voilà, ce qui nous permettra d'arriver à un meilleur équilibre technico-économique ou pas? Après, je vous donne la parole, pas encore à la hauteur pour combler les possibles surcoûts, mais c'est une reconnaissance étatique officielle et ça reste un encouragement complémentaire parce qu'on parle environ de 5 à 10 euros du mètre carré de financement possible. Julien. Et donc pour compléter aussi, même si il n'y aura pas forcément des aides comme celle-ci, mais il faut aussi qu'on s'inscrive dans la réglementation RE 2020 et qu'aujourd'hui on va terminer les permis de construire déposés au seuil 2022, on va passer à seuil 2025 et on a après le seuil 2028-2031. Il faut vraiment qu'on s'inscrive, qu'on continue dans cette réglementation. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de la repousser. Et à partir du moment où on va passer au seuil 2028, il va falloir, pour respecter le seuil carbone de lycée construction, il va falloir qu'on intègre beaucoup plus de matériaux biosourcés que ce qui n'est le fait aujourd'hui via la réglementation. Et donc, inévitablement, il y aura plus de demandes et donc, du coup, plus de réalité économique pour tout le monde. Julien, excusez-moi. Bastien. Non, je souscris tout à fait à ce que dit Julien. Il y a deux façons de faire. Il y a le bâton et la carotte. La réglementation environnementale, c'est plutôt le bâton et ça va réduire la surperformance d'un bâtiment bois puisque ça va augmenter la performance de tous les bâtiments. Donc ça ne va pas forcément réduire le coût, mais ça va réduire la différence entre les différents bâtiments. Réduire la différence entre les deux. Je ne sais pas, là vous dites, pourvu qu'on continue en gros à aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, si on parle écologie d'une manière globale, on est plutôt dans les reculs. Est-ce que vous entendez dire déjà qu'il faudra ralentir le rythme ou pas? Je pense qu'il faut absolument qu'on continue, au-delà de questions business, au-delà de questions commerciales, pour des raisons climatiques. Je pense que pour l'ensemble de la population, il ne faut pas ralentir, il ne faut pas mollir sur ces objectifs environnementaux, parce que le dérèglement climatique, lui, il ne ralentit pas. Maintenant, je vais vous poser la question de comment on fait, comment vous cherchez aujourd'hui à peut-être abaisser vos coûts, à avoir un meilleur équilibre technico-économique. Quels sont vos axes de recherche en fait? Il y a plein de sujets. Là, par exemple, on a développé avec la société STO une ATEX de KA. Donc, c'est-à-dire que c'est un système de façade qu'on peut redupliquer sur d'autres opérations. Donc, ça nous permet à un moment donné de retrouver l'équilibre parce que le prix qu'on a payé pour faire l'ATEX, on peut le redupliquer sur plusieurs chantiers, de le garder que sur un chantier. C'est une ATEX qui permet de venir mettre... Alors ATEX, appréciation technique d'expérimentation, et qui permet de venir mettre un système d'étixte, d'isolation thermique par l'extérieur avec polystyrène expansé sur une façade bois, c'est ça? Non, c'est un système plutôt de panneaux enduits ou avec plaquettes qu'on peut venir enduits sur la façade ossature bois non porteuse. Donc ça, dans le cadre de l'équilibre économique, ça nous permet, donc, comme je le disais, parce qu'une ATEX, une procédure d'ATEX, ça coûte quelques milliers d'euros, et donc du coup on peut le valoriser sur plusieurs chantiers, et donc on retrouve un peu d'économie. Et on en revient au ce sujet réglementaire où il va falloir encore qu'on progresse
sur les aspects donc, de parement, par exemple, de façade sur ossature bois. On a un sujet aussi sur la réglementation incendie qu'il va falloir qu'à un moment donné qu'on stabilise pour pouvoir rentrer plus sereinement dans ces projets bois où là aujourd'hui on a encore quelques freins et quelques sujets. Voilà, c'est un peu sur ces sujets-là principalement qu'on travaille. Que vous travaillez. De votre côté, vous cherchez à économiser la matière. Alors, oui, dans la méthode. Dans la méthode, expliquez-moi votre méthode. Tout à fait. Dans la méthode, et c'est une méthode qu'on est en train de déployer sur l'intégralité du territoire et notamment embarquer les équipes de Pitchimo dans le cadre de notre fusion sur cette méthode-là. On a dispensé plus de 6000 heures de formation depuis pour faire monter tout le monde en compétences. L'idée, c'est que avant de penser à la matière qu'on va utiliser, qui sera le plus décarboné et le plus stockeur de carbone possible, il faut déjà penser à utiliser le moins de matière possible. Je prends un exemple, si pour un même mètre carré de surface habitable, on produit 0,7 mètre carré de façade ou 1,2 mètre carré de façade, à la fin on aura toujours 1 mètre carré au sol utilisable, par contre on aura 0,5 mètre carré de façade de différence. Et donc il y a vraiment une méthode de calcul très en amont qu'on développe pour pouvoir avoir une économie de matière maximum et après réfléchir à la matière qu'on va utiliser. On réfléchit d'abord à comment économiser la matière et ensuite à la matière qu'on va utiliser. Exactement. Il faut avoir en tête que 70% du poids carbone d'un bâtiment, on le fige dès le dépôt du permis de construire. Quand on a dessiné le volume et qu'on a décidé quels seraient les matériaux de façade. Et après, il nous reste 30% pour jouer sur le reste du poids carbone du bâtiment. Donc c'est absolument crucial de calculer très en amont les ratios qui dessinent un bâtiment. En économisant la matière, j'ai un double effet, on va dire. J'ai un effet sur le carbone et sur le coût du bâtiment. Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Et donc aussi sur le coût pour la planète, puisque c'est des ressources aussi qu'on va venir prélever pour construire. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous explorez pour arriver à un équilibre technico-économique plus optimal ? Je vais souscrire à ce que disait Julien avec l'exemple de Latex. Quand on a commencé avec Woodeum en 2014, on a voulu faire un R+4 en enduit et il n'y avait pas de moyen de poser de l'enduit en R+4 sur du bois. Donc on est venu développer une ATEX 2K comme l'a fait Julien pour avoir une solution complètement cadré et être assuré de pouvoir construire ce bâtiment, ce qui est très important pour un maître d'ouvrage. Et après, on l'a reproduit pour plusieurs solutions, des solutions de façade, mais aussi des solutions de salle de bain. Donc en fait, on fait de la R&D qui est réplicable sur différents projets. On crée des sortes de boîtes à outils qu'on peut utiliser, dans lesquelles on investit et qu'on peut réutiliser sur chacun de nos projets parce que la construction biosourcée et multi-étagée, ça reste quand même dans le domaine de l'innovation et on a rarement tous les outils qui soient réglementaires ou assurantiels pour pouvoir construire sereinement. Julien ? Oui, exactement. Enfin, quand on se retrouve encore, malgré que la filière bois soit très ancienne, on se retrouve encore en 2024 à parler d'innovation, quoi. En plus, on se retrouve dans la filière bois avec à la fois une richesse, mais c'est peut-être des fois aussi un frein, d'avoir une multitude de solutions constructives. En plancher, on en a des dizaines. En plus, si on compte dedans tout ce qui est mixité des matériaux, on en a une multitude. Donc c'est quelque part une chance, c'est-à-dire de pouvoir adapter à chaque projet. Mais pour les non-experts, ça peut être aussi un frein en se disant sur quelle solution je vais partir, quoi. Quelle est la plus optimale. C'est compliqué quand on débarque un peu dans ces sujets autour de la construction bois. On n'est pas assez standardisé ou sur certains sujets, ouais. Ce qui m'amène à ma question suivante, qui est celle de l'industrialisation. Est-ce que l'industrialisation, c'est quelque chose qui va permettre de régler peut-être un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire et de faire baisser les coûts ? On parle beaucoup de hors-site aujourd'hui. La construction bois est par nature hors-site, puisqu'en fait, on vient industrialiser en amont des pièces, que ce soit des structures ou qu'on puisse venir prééquiper, qui font qu'on est hors-site et qu'on déplace une partie du chantier en usine. Cette construction hors-site, elle peut être en 2D, donc avec des panneaux, ou en 3D, directement avec des modules qu'on vient assembler sur site. Et je pense qu'on est
au milieu de l'histoire de la construction hors site qu'il reste encore beaucoup à faire et que ça sera un facteur aussi d'économie de construction, mais aussi d'économie de carbone. Ouais, complètement. En fin de compte, quand on se retrouve avec des matériaux sensibles à l'humidité, on n'a pas le choix de construire en hors site, enfin en usine, pour pouvoir après venir avec des éléments qui soient totalement terminés et complètement hors, on va dire, hors d'eau. Il y a un autre sujet, moi, que je pense, c'est que le coût de la main-d'œuvre sur chantier va exploser parce que moins en moins de personnes vont vouloir aller sur site fabriquer les bâtiments, couler du béton ou autre. Et la population vieillit. Et la population vieillit. Donc on va se retrouver à un moment où, en fin de compte, le prix de la construction hors site va venir à l'équilibre de la construction traditionnelle, lié aussi à ce coût de main-d'œuvre. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur cet aspect de l'équilibre technico-économique des immeubles de logement en étage qui vous semble important de dire à la fois sur le constat mais aussi sur la manière dont vous allez vers cet équilibre? On a parlé beaucoup de bois, mais en fait toutes les industries ont compris qu'il fallait absolument décarboner le secteur du bâtiment, qui représente quand même un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Et toutes les industries sont en train de faire un gros travail sur la décarbonation. Donc je pense que la réduction du coût des émissions carbone, elle va passer sur la filière bois, mais elle va aussi passer par toutes les différentes industries avec des vrais bétons bas carbone, des aciers décarbonés, des solutions préfabriquées, des solutions en filière sèche qui n'embarquent pas forcément que du bois, mais qui vont dans le sens de la décarbonation du bâtiment au sens plus général. L'important, c'est la décarbonation. L'important, c'est la décarbonation, et le bois est un excellent moyen de décarboner puisqu'il est peu transformé, donc il émet peu de carbone dans sa construction, et en plus de ça, il stocke du carbone pour des centaines d'années dans les bâtiments. Vous avez le mot de la fin, Julien. Merci. Non, on a un sujet récurrent, normal dans cette période de transition, de formation et de montée en compétence de tous les acteurs. Bastien disait qu'il y avait 70% qui étaient figés au moment du dépôt de permis de construire. Et ça veut dire que le moment où le dépôt de permis de construire, il faut que la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage et même les aménageurs soient sensibilisés à ces sujets-là. Quand on a des fois des aménageurs qui nous demandent certaines contraintes, qui imposent certaines contraintes aux maîtres d'ouvrage et eux-mêmes les retranscrivent à la maîtrise d'œuvre, on est un peu des fois bloqué par certains sujets et on est obligé de faire des choses qu'on aurait peut-être pu faire différemment si tout le monde avait été bien formé, sensibilisé à ces sujets environnementaux. Formation, sensibilisation, travail en amont, c'est un peu les sujets récurrents. Plus d'ingénierie et moins de matière, toujours. D'accord, plus de matière grise. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc nous expliquer comment on atteint l'équilibre technico-économique avec des immeubles de hauteur en bois. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet et Bâti-Journal TV, et bien sûr sur les sites internet de nos partenaires que sont le Codifab, l'AFNB et nos partenaires presse, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous messieurs. Merci. Merci.